swear. Podcast La Sueur avec Mansour Barnaoui, toujours au Temple Noblard, que l'on remercie pour cet accueil chaleureux dans cette magnifique salle. Alors, à un peu plus d'un mois du combat à $1 million, c'est ça. Est-ce qu'on commence à avoir un petit peu de pression ou ça se passe bien pour l'instant? Pas vraiment, moi j'ai pas trop de pression. Je sais que c'est un gros combat, $1 million, ça peut changer une vie. Ouais. Mais moi justement, j'essaie d'avoir moins de pression. J'ai toujours été comme ça, je pense que les gens qui me connaissent le savent. Et je gère. Du coup, ta préparation, elle se passe comment en ce moment particulièrement en fait, sur comment ça se décompose en fait dans la semaine et même comment tu t'organises en fait. Ma préparation, en France, c'est dur d'avoir des salles de MMA pure, qui fait que j'alterne avec de la boxe anglaise ou même pas pied-point. Je m'entraîne dans le club de Hatch Academy, chez moi à Team Magnum, qui fait que nous on essaie de faire plus complet. Et aussi au sol, tout ce qui est en grappling, jiu-jitsu chez Nicolas Régnier, NR Fight. Puis voilà, j'alterne avec tout ça et je ramène des bons sparring. Les mecs sont là, qui sont prêts à m'aider et tout pour être au top au combat. Parce que tu t'entraînes aussi avec Saladin Parnasse, j'avais vu ça. Saladin, ouais. Hatch Academy. Exactement. Et donc tu t'entraînes en France, mais aussi au Canada, donc avec notamment Georges Saint-Pierre. Aussi. Et cette volonté, comment ça s'est passé finalement que tu partes là-bas? C'est vrai que j'alterne déjà, je vais souvent au Tristar, ouais. au Canada. Ma volonté, c'était qu'à la base, j'avais des contacts. Je connaissais bien Francis Carmon, que lui nous a invités au Tristar. Il nous a présenté à Ferras, Georges et d'autres combattants qui sont là-bas. Et voilà, c'est bien passé. Ça fait depuis 2013 que je passe là-bas, que je combats, que je m'entraîne là-bas. Ouais. Et voilà, et depuis, je me suis toujours entraîné là-bas avec des grosses têtes. Tels que Georges et... Il y a Aubin Mercier aussi, dans la même catégorie. Aubin Mercier, Rory McDonald, et même d'autres têtes qui sont pas très connues, mais ils sont là. Ils sont efficaces, quoi. Ils sont vraiment efficaces. Oui, alors justement, est-ce qu'il y a je pense qu'il y a de grosses différences, mais quelles sont les différences qui te frappent le plus entre la façon de s'entraîner là-bas et la façon de s'entraîner en France, en fait? Nous, ici, on est plus striker français. On est plus impact. Au Canada, au Tristar, ils sont plus sur la stratégie du combat, les techniques, comment bien utiliser la cage, et voilà. Je pense que les deux peuvent bien apporter. Il faudrait les deux pour faire une combinaison, pour avoir une bonne combinaison et être au top. Et par rapport à ça, tu tu combats à l'étranger, tu as 26 ans, tu as une expérience dingue, puisque tu étais champion. Tu as été champion Obama, champion du M1, et là, aux portes du titre donc pour le Road FC. Finalement, est-ce que l'UFC, naturellement, t'a déjà contacté, ou est-ce que toi, tu préfères aujourd'hui, finalement, faire toutes les organisations possibles et collecter les ceintures, et puis ensuite, à un moment donné, tu te diras peut-être que je vais aller aux États-Unis? Moi, l'UFC, j'ai déjà eu des propositions de l'UFC. Après, moi, j'ai eu des meilleures propositions. D'accord. Comme là, avant de commencer le Road FC, j'avais la proposition entre l'UFC, le Road FC et le ONE FC. Dans ce cas-là, on a écouté. Le Road FC m'a fait une proposition qui était assez bien. Moi, j'étais confiant. Pas mal. J'étais confiant. Je me suis dit, ça peut le faire, donc on a choisi le Road FC. Mais après, l'UFC, oui, pourquoi pas. L'UFC, je pense que chaque athlète de MMA doit faire un tour à l'UFC. D'accord. Doit y aller. C'est les plus grandes organisations prestigieuses. Elle est assez médiatisée, cotée, qui fait que... Et c'est pour toi, c'est quoi? C'est un objectif ou en soi tu te dis ce serait finalement pas mal ou quelque part aller aux prochaines organisations, peut-être le Bellator, le Rising, même le ONE FC qui monte, ce sera aussi intéressant. Mais encore une fois, je vous dis, je vais où il y a les meilleures positions. D'accord. Après, le UFC, ça sera l'objectif. Ok. Mais l'objectif, c'est pas d'y aller et ressortir. C'est d'y aller et puis rester. Et qu'est-ce que tu penses de cette catégorie finalement lightweight où il y a énormément de noms? Tu as déjà combattu Kevin Lee. Et à l'UFC, c'est vrai, quand on regarde le top 10, même top 15, c'est hyper chargé. Je pense que si j'y vais, je suis assez confiant que ça va bien se passer. J'ai affronté des mecs des States, les mecs de l'Est. Et les mecs de l'Est,
franchement, c'est vraiment des guerriers. D'accord. C'est vraiment les plus durs que j'ai affrontés. Qui fait que, une fois là-bas, bah, je pense qu'on sera assez bien. D'accord. Mentalement. C'est la question que j'avais posée. En fait, évidemment, comme chaque pays et même chaque région du monde a des références, en fait, même sur la phase, sur les sports de combat en particulier. Tu as dit par exemple qu'en France, on travaille plus le striking. En Russie, même dans les pays de l'Est, il y a une grosse base en lutte et en sambo. Comment est-ce que tu te prépares, toi qui du coup viens plus originalement du striking, pour faire face à des gens qui ont une stratégie qui est plus grappling orientée, plus orientée grappling et lutte en fait? Je me prépare sur mon adversaire. Si mon adversaire c'est un pro en lutte, je vais travailler ma lutte et autre chose, quoi. Ce qui peut battre la lutte de façon. Et après, si c'est un mec de striker, je vais travailler le pied-point, mais je vais plus travailler mon sol. Ça dépend qui j'ai en face de moi. Et j'alterne de façon à être au top. D'accord. Et tu penses qu'il n'y a pas de grosses différences de niveau, par exemple en lutte, entre les combattants russes en général, enfin russes et des pays de l'Est, et les combattants américains, parce qu'ils ont des gros programmes en fait en lutte aux États-Unis? Je pense que si. C'est pas exactement la même lutte. Les Américains, ils ont plus la lutte MMA. C'est une lutte qui va se servir de la cage et tout. Alors que le pays de l'Est, c'est plus la lutte sambo, qui va essayer de te ramener au sol puis de bloquer. D'accord. C'est pas vraiment une chose. C'est un peu complexe. Et du coup, je pense que tu as juste tes stratégies en fonction de ces différences en fait. Si jamais tu combats un Américain, tu vas développer quelque chose de différent. C'est ça. D'accord. Je connais à peu près les techniques, la façon de se battre au pays de l'Est, la façon de se battre aussi au States, qui fait que j'essaie de prendre un peu de tout pour être le meilleur. Ouais, bah oui. Et c'est l'avantage d'être allé dans plein d'organisations différentes. C'est ça au aussi. Final. C'est que je vois à peu près le niveau, comment ça se passe, leur façon de combattre et à quoi je peux m'attendre. D'accord. Et donc là, pour le titre du Road FC, ce qui est assez surprenant, donc c'est $1 million, comme finalement le PFL avec le tournoi qu'ils ont fait. Pourtant, on n'en parle pas énormément. Toi, comment t'expliques ça? On n'en parle pas énormément ici, mais je sais qu'en Asie, c'est vraiment côté de partout. Que ce soit en Chine, en Corée, en Thaïlande, partout où je vais, le Road FC est affiché partout. Le Road FC et le One FC. Ouais. Et on en parle beaucoup là-bas. Et vu que là-bas, les Asiatiques sont nombreux. Ouais. Surtout, ils regardent beaucoup ce sport-là. Je pense aussi, que c'est ça aussi. Il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de mecs dans le MMA, nous, on ne le sait pas. C'est ça. Parce qu'on parlait par exemple du Rising, là, qui eux aussi font vraiment énormément de shows de grande ampleur. Ils vont avoir Mayweather par exemple là. Est-ce que toi, ce combat-là donc, qui arrive début février, est-ce que tu vois finalement comme la passerelle entre la carrière où tu étais sur différentes organisations à bouger partout dans le monde à passer un cap finalement? C'est sûr que là, déjà le tournoi que je fais, c'est un autre cap. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on rencontre ça. Et le fait qu'il y ait le combat avec Mayweather et tout, oui, ça serait une grosse passerelle pour l'Asie. Le fait qu'il y ait ça va être... On va plus en parler. Les gens vont plus se renseigner de ce qui se passe en Asie. Et là, ils vont voir que les gens s'y mettent. Ouais. Ce que j'allais dire en plus, c'est que c'est un peu un signe des temps parce qu'on a eu aussi le trading entre l'UFC et le ONE FC avec Demetrius Johnson qui est parti au ONE FC et aussi Eddie Alvarez qui est au ONE FC. Est-ce que c'est un combat qui te brancherait? Vous êtes dans la même catégorie, Eddie Alvarez. Et Eddie Alvarez, il a aussi une carrière où il a beaucoup bougé aussi. Il est allé dans plein d'organisations, il était champion dans plein d'organisations. Est-ce que c'est un combat qui te tenterait éventuellement? Je ne connais pas vraiment, mais oui, tous les grosses têtes, franchement, je kifferais. Ouais. Affronter les grosses têtes, ce serait une expérience en plus. C'est vraiment le top, ce que j'aimerais. Et donc là, tu t'entraînes en France, tu t'entraînes aussi à Montréal, tu as la chance de côtoyer donc, des Rory McDonald, des Georges Saint-Pierre, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tu fais ton propre chemin finalement, comme tu disais, ou ce qui est le plus intéressant. Est-ce que tu as une espèce de ligne directrice vers où est-ce que tu aimerais, étape par étape, progresser, peut-être même changer de catégorie? L'étape, c'est de vivre de ma passion et de vivre de ma passion et le meilleur possible, quoi, la meilleure façon possible. Je sais que j'ai côtoyé avec des mecs qui sont à l'UFC, qui aimeraient beaucoup partir au tournoi où je suis. D'accord. Donc,
ça change la donne un peu. Et par rapport à ça, en étant avec des gars en côtoyant des gars de l'UFC, qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement finalement? De par exemple quelqu'un comme Georges Saint-Pierre ou Rory McDonald, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté pour ta carrière? Le changement que j'ai vu à l'UFC, c'est que les athlètes sont des bons combattants, mais il n'y a pas que ça qui compte. J'ai vu que la médiatisation, la com, tout ça, c'est aussi important qu'être un athlète, un bon athlète. Parce que je vois des mecs qui sont en Russie, t'as des mecs qui sont des 30-0, des 25-0, c'est des tueurs, mais on n'entend pas parler. Alors que ces mecs-là, tu les mets dans n'importe quelle relation à l'UFC, ils vont vite monter. Comme les Khabib. Khabib, c'était le genre de mec où personne ne connaissait au début, et que du jour au lendemain, un Russie est venu, il a mis d'accord tout le monde. Ouais, non, mais c'est sûr en fait, et c'est vrai qu'il y a ce problème en fait de savoir gérer en fait entre ses accomplissements sportifs et son image médiatique. Est-ce que tu as prévu, par exemple, je sais pas, est-ce que tu parles anglais, est-ce que tu as prévu d'apprendre à parler anglais justement pour développer une image qui serait plus susceptible de toucher en fait le monde américain, enfin anglo-saxon et plus spécifiquement états-unien, quoi. Je parle pas trop bien anglais, mais justement j'apprends avec mon équipe. Et justement, j'ai même des cours carrément de dissuasion, comment bien parler, et tout ça, pour avoir une bonne image. Parce que là, tu es assez médiatisé, tu as été dans Men's Fitness, je crois. Aussi, ouais. T'as comme sponsor Elion qui fait des très belles photos de toi. Ouais. Et est-ce que, par rapport à ça... Après, pour les photos, c'est d'autres photographes. D'accord, oui, c'est ça. J'ai Elion et les photographes qui sont... D'accord, et en plus, donc d'autres photographes. Et est-ce que pour ça, l'image que tu as finalement en France et du MMA français, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles spécifiquement ou tu prends là aussi en fonction de ce qui se présente? Je prends en fonction de ce qui se présente aussi, mais je sais que l'image française, moi j'ai toujours été là. Je suis français, on va dire. Et oui, je veux que les Français que j'ai une bonne image en France. Après à l'étranger. Ok. Et là, donc le MMA est toujours interdit en France. Comme on l'a dit précédemment, c'est vrai que le gros choc là qui arrive n'est pas spécialement médiatisé. En tout cas en France. En tout cas en France. Ouais. Et comment ça se passe en fait? Là, c'était plus la préparation pour toi de ce décalage en fait entre l'image que tu as en Corée où là tu vas être attendu, main event, le combat à $1 million, et en France où tu peux presque te balader à Paris dans la rue et il y a, à part les aficionados du MMA, personne ne va te reconnaître. Depuis le début, j'ai un peu l'habitude de ça. Quand je vais en Russie, que j'ai gagné la ceinture du MMA en Russie, je me baladais dans la rue, tout le monde me reconnaissait. On me montrait du doigt dans la rue. D'accord. En Pologne, pareil. J'ai pas pris la ceinture en Pologne, mais les 2 combats que j'ai fait en Pologne, au KSW, les gens, carrément, ils me montraient du doigt. Partout où je partais, ils me reconnaissaient. Les policiers qui venaient, qui me faisaient avec moi, c'était partout. Et même en Corée, en Chine aussi. En Chine, je l'avais vu, pareil. Et en France, en fait, c'est parce que aussi, le fait que ça soit pas reconnu en France, les gens voient ça comme un sport, on va dire, barbare. Mais je pense que demain, si ça sera médiatisé, les gens verront ça d'un autre œil. Un peu différemment. Et là, tu as une expérience colossale à 26 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que j'imagine que le M1, qui est l'organisation numéro 1 en Russie, plus celle Road FC, qu'est-ce qui, toi, qu'est-ce que tu tires le plus en me disant le truc qui reste en mémoire là, pour l'instant? La plupart de mes combats que je fais, ça reste en mémoire. Le fait que je bouge avec mon équipe. On est beaucoup à voyager. J'ai la chance d'avoir des gens qui arrivent à me suivre. Et juste ça, en fait, à chaque voyage que je fais avec eux, c'est dans ma tête, ça me marque. Et après, quand j'ai gagné la ceinture du BAMA et du M1 avec mes proches, c'était toujours dans ma tête. Ok. Alors je reviens sur l'entraînement en fait. Et comment est-ce que tu arrives à organiser en fait et à avoir de bons sparring en France? Parce que je pense que c'est un vrai problème pour ceux qui font du MMA en France. Je sais que tu es à Tristar et que tu peux avoir de bons partenaires d'entraînement là-bas, mais quand tu es en France, est-ce que tu as toujours les mêmes sparring ou est-ce que tu les fais venir en fonction de tes adversaires en fait? C'est ça. J'ai choisi mes sparring en fonction de mes adversaires en général. J'ai mon coach aussi qui est là pour les choisir, qui lui sait les stratégies du combat et tout. Et sinon, si j'en connais pas vraiment, j'essaie
de faire une sorte de pub pour avoir des sponsors. Enfin, des sponsors. C'est pas. Ouais. Il y a toujours des mecs qui sont là pour aider. C'est ça qui est bien en France. Le fait que ce soit pas autorisé le même en France, mais on est tous solidaires. Il y a une bonne communauté. Ah, et toi, tu vois qu'il y a une certaine solidarité, Ouais. parce que généralement, pour côtoyer un peu le milieu du MMA français, il y a pas certaines personnes n'ont pas ce discours-là en disant que c'est vrai que c'est beaucoup les gyms entre eux, mais qu'il n'y a pas cette coalition de Français qui se dit on va tous aller dans le même sens. Et toi, tu as de la chance en fait d'aller de C'est ça. quand il n'y a pas de problème à ce niveau. Moi, j'ai pas vraiment d'embrouille avec d'autres gens. Je suis pas en froid avec d'autres clubs et tout. D'accord. Donc, j'ai la chance, comme tu as dit, de partir un peu partout ou que les gens viennent dans ma salle pour s'entraîner. Sur tes derniers combats, est-ce que tu as remarqué des axes vraiment de progression sur lesquels tu aimerais vraiment travailler plus spécifiquement dans le MMA? Ça peut être, je sais pas, la lutte ou le grappling ou je sais pas. Enfin, est-ce qu'il y a des axes de progression, tu penses, qui te Sur mes derniers combats, sur tes récents combats en fait? Enfin, le truc que j'ai vu que ça a changé, que mes proches m'ont dit, mon équipe, ont dit que j'étais plus stratège. Alors qu'avant, j'étais le genre de mec, quand le gong sonnait, je rentrais dedans, quoi qu'il arrive. Et c'était le dernier qui reste debout qui gagne. Alors que maintenant, j'essaie plus de faire une bonne stratégie, de prendre le moins de coups possible et de finir le combat proprement et plus vite. c'est vrai que ça se remarque parce que moi je me souviens d'un combat qui m'a marqué de toi, c'était celui contre Colin Fletcher. Ah oui. Où c'était vraiment pour le coup un combat à mort. Et c'est vrai que quand on voit ce combat et qu'ensuite on voit les combats un peu plus récents, il y a une attitude qui est beaucoup plus calculée. Et je répète ce que tu dis, mais ça se voit bien. Enfin, et je conseille d'ailleurs aux auditeurs de la sueur de voir ce combat-là et les autres combats pour justement voir cette progression. Et donc, ouais, donc il y a vraiment cette progression là. Comment est-ce que tu te prépares face. On va dire que la demi-finale, c'était pour certains un upset. Là, encore une fois, tu affrontes quelqu'un qui a une expérience colossale, qui a 35-5. Je pense. Ouais. Comment est-ce que ça se passe finalement, là où tu as encore cette image d'outsider, entre guillemets? Bah, moi, je me suis toujours entraîné avec mon équipe, comme je vous l'ai dit, et ça a toujours marché. D'accord, ok. Donc je me suis dit, on va essayer de faire mieux les choses, mais en restant toujours à la même façon. Pourquoi changer, de faire quelque chose d'inhabituel si on a toujours gagné en fait. Mhm. Donc on essaie de s'entraîner mieux, plus fort, un peu plus, normal. Puis voilà quoi. Et t'as pas peur que ça change, parce qu'il y a beaucoup de combattants, quand il y a une victoire, comme là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un énorme rendez-vous, que toutes les sollicitations qu'il y a après, finalement, toi, ça te change aussi. Parce que tu as eu la chance, comme tu dis, d'être tout le temps avec une équipe consolidée. Il y a eu l'expérience avec le Tristar, mais aussi, ça fait un certain moment que tu es avec eux. Donc, tu as vraiment un cadre restreint. Et ça, comment tu fais pour maintenir tout ça, ton espèce de cocon, entre guillemets? Je reste chez moi et je bouge plus devant la console. D'accord. Okay. Je joue à la play et je sors plus jusqu'à... Je me sépare de mon téléphone. Et voilà, je reste focalisé chez moi avec ma famille et je ne les sors plus trop. Et là, tu prévois d'aller sur les lieux du combat combien de temps avant? En général, c'est une semaine avant, je pense. D'accord. Ok. Et donc pour le décalage horaire, comment ça se passe? Et même nutritionniste, parce que c'est vrai que j'imagine que tu cuts un petit peu. Ouais, aussi. Et ça, comment aussi tu gères ça? Parce qu'en France, pareil, on n'a pas cette même notion, cette même habitude qu'ont les combattants aux États-Unis à cutter 10-15 kilos pour un combat. Bah moi, je perds pas beaucoup. D'accord. Je combat 70 kilos et là, je vais faire 76 kilos. D'accord. Ce qui fait que je perds 6 kilos. Après, j'ai commencé mon cutting comparé à d'habitude à l'avance. Donc on l'a petit à petit, la meilleure façon pour que je sois bien en forme jusqu'au combat. Il y a ça. Et aussi pour le décalage horaire, j'ai des gens qui me conseillent, qui s'y connaissent, qui travaillent carrément, qui sont pilotes d'avion. Ok. Que je pense que oui, ça va. Ils sont bien placés pour me donner des conseils sur ça, voilà, c'est ça. Et voilà, ils me disent ce que je dois faire, des stratégies, quand dormir. Et voilà, je les écoute. Tu as combattu à la fois en lightweight et en featherweight. Est-ce que tu as une catégorie que tu préfères où tu te sens mieux? Une fois encore? En featherweight, en poids, une autre catégorie. Ouais, 66 kilos. Ouais. Je l'ai fait et en fait, on n'y connaissait rien. J'ai fait comme ça, à l'aveugle, on s'est dit, pour prendre une ceinture, pourquoi pas essayer? Je sais que des combattants de l'UFC, ils font des gros cuttings de 15 kilos, même plus, et ils y arrivent.
Donc on a essayé, et, je pense qu'on l'a fait, ça s'est mal passé, mais je pense qu'on l'a fait de façon qui n'était pas correcte. D'accord. Donc après, je pourrais le refaire. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu te réserves à l'avenir, en fait, Ouais. la possibilité de le refaire, peut-être dans de meilleures conditions, on l'espère. Je pourrais le faire. Après, je sais aussi que en morphologie, genre, je suis assez grand déjà pour mon poids, 70 kilos. Ouais. J'affronte toujours des gens qui sont plus petits que moi. Donc là, combattre en dessous, il faut que je me renseigne, voir si c'est bien pour moi ou pas de combattre en dessous. D'accord. Et là, bah, moi, c'était une question plus après cette étape qui arrive en février. Est-ce qu'il y a des combats que tu aimerais avoir, des noms que tu as en tête déjà, ou là encore, ça dépendra des opportunités? Les noms, pas vraiment, mais j'aimerais affronter les meilleurs en fait. D'accord. Les meilleurs qui soient pour leur montrer que ce que je vaux. Que moi aussi, que je suis présent, que je suis là. Et moi, quand j'ai toujours meilleur en face de moi, ça me donne en plus envie. C'est un défi et j'adore, je kiffe. D'accord. Et ouais, bah oui. Parce que, alors, moi, c'était une autre question. Ouais. C'était plus, là aussi, je trouve personnellement que dans toutes les personnalités du MMA français, toi, tu as vraiment ce côté, tu traces ta route, entre guillemets, seul, enfin, ou avec tes proches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré dans cette démarche, finalement, de te dire, je m'entoure des gens qui vont tout le temps être avec moi et aussi aller auprès des meilleurs au Canada, mais sinon, je m'isole, entre guillemets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré dans ta carrière? Inspiré comme un athlète? Ouais, que dans un athlète au même niveau de gérer ton business avec tes sponsors. Bah, inspiration, pas vraiment. Moi, j'ai mon coach à la base. Pour vous dire, ce sport-là, je connaissais pas. Enfin, j'étais fan du Pride avant, quand j'étais jeune. Je kiffais le Pride, je regardais que ça. Et un jour, mon coach, qui est mon voisin, C'est bien tombé. ouais, qui, est, euh, qui ouvre une salle. Et il me ramène à la salle. Et moi, je vois ce sport-là. À la base, c'était du sol, du grappling. Je me dis, mais c'est quoi ce sport? Les gens se font des positions bizarres. Je me dis, c'est quoi ça? Donc, j'ai pas trop kiffé. Et moi, il y a quelque chose, je suis rancunier à mort. Enfin, on va dire ça. Genre, j'aime pas perdre. D'accord. Il m'a inscrit une compétition de grappling et j'ai perdu dès le début. Et le fait que j'ai perdu, j'ai été à la salle et je me suis entraîné à H24 tout le temps. Même chez moi, je faisais des pompes, abdos, quoi qu'il arrive. Puis après, quand j'ai vu que j'avais gagné, que je réussissais, qu'en s'entraînant dur, bah, j'arrivais à voir ce que je voulais. Donc j'ai continué. Et après, j'ai appris à connaître ce sport, à aimer ce sport. D'accord. À aimer ce sport. Donc t'es rancunier à mort. Kevin, nos revanches. Est-ce Ouais, que ça ouais, sera c'est ça, intéressant? j'ai posé la On veut question. des noms. On Ah veut oui, des oui. noms. Ouais, avec Mini, je sais que le dernier combat qui s'est passé, j'ai perdu par décision avec lui. Mais ouais, j'aimerais bien l'affronter. Je sais que ça pourrait se faire, ça pourrait le faire. D'accord. Ça pourrait le faire, genre. Je sais ce que je peux faire. Enfin, je sais que je vais niquer. Et par rapport à ça, là, c'est plus aussi pour l'UFC et le fait d'être dans d'autres organisations. C'est pour moi aussi, c'est ce qui est différent. Peut-être toi aussi, tu te poses cette question-là. Dans les organisations où tu as été, à chaque fois, ta route vers le titre ou vers les combats importants était quand même, c'était 2-3 combats. À l'UFC, tu as ce côté, chaque fois qu'il y a un nouveau combattant qui signe, il doit faire ses preuves, entre guillemets, contre des gars. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as passé ce statut-là de, dès que je signe à l'UFC, je suis que contre des cadors et donc, finalement, toi, tu préférais être direct un top 5, top 10? Ce serait mieux d'affronter. Je pense que j'ai assez de niveau pour affronter un top 5 de chez eux, de l'UFC. Parce que les top 5, il y en a un peu partout et Ouais. je pense que c'est pas le même level un peu partout. Exactement, ouais. Mais ouais, je préfère ça qu'affronter des petits qui sont à l'UFC. Parce que c'est fou de se dire quand même, bah, à 26 ans du coup, Ouais. et ben, tu as déjà affronté, je pense, 2 top 5, enfin en tout cas de l'UFC. Donc c'est vrai que tu as une expérience qui est quand même très 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 avancée. Et ouais, donc du coup, à chaque fois quand tu refais un combat en fait contre quelqu'un, est-ce que tu te dis parfois, est-ce que je combats quelqu'un qui est peut-être un peu en dessous par rapport à mon expérience? Ou est-ce que c'est toujours, à chaque fois, tu te dis c'est toujours quelqu'un qui est meilleur que moi, en tout cas mieux placé dans, on va dire, le niveau global, s'il y en a un? Bah, en fait, ça dépend de la proposition. Aussi pareil. Je sais que si un mec qui est plus coté que moi, enfin dans le classement, je sais même pas que j'ai affronté 2 top 5, que j'affronte, ouais,
pourquoi pas. Après, si c'est un mec, je sais qu'il est en dessous, mais par contre, il y a une meilleure proposition, une bonne proposition, j'accepterai aussi. Donc tout dépend de ce qui se passe. Et aujourd'hui, tu commences à te poser la question de ton héritage ou pas du tout? C'est où tu penses pour l'instant plutôt à l'argent, entre guillemets, ce que ça te rapporte? Comment ça paraît? Dans le sens héritage, dans le sens collecter des ceintures. Le palmarès. Le palmarès, ouais, c'est ça. Collecter des ceintures? Non, pas vraiment. C'est plus vivre de ça, tranquillement, mettre bien mes proches. Et après, être le champion. Et la question de partir de France ne s'est pour l'instant pas posée dans le côté vivre de ça et donc être reconnu en tant que champion, superstar? J'ai pas pensé à cette question-là parce que le MMA n'est pas égalisé en France, mais je sais que ça va le devenir. D'accord. Bientôt. Ça va le devenir. Il y a trop de gens qui... avec le combat Boubacar, c'est aussi en plus. Aussi en plus. Et ce qui est dommage, c'est qu'en France, il y a beaucoup de levels. Et je le vois quand je pars m'entraîner à l'étranger et que je viens ici. Je vois qu'en France, quand même, on est bien placé. Et si demain le MMA sera égalisé en France, ça serait top. Et là, je resterai ici. Tu penses qu'il manque que ça pour qu'en fait, que la légalisation du MMA pour qu'il y ait un véritable niveau français? Parce que c'est vrai quand on regarde un peu les pays d'Europe, l'Angleterre produit beaucoup de bons combattants, en tout cas sur la scène mondiale. Et la France, elle a de grosses traditions dans les sports de combat, judo et même les sports pieds-points. Est-ce que tu penses, en fait, c'est juste la dernière étape qui manque, en fait, c'est la légalisation du MMA pour qu'il y ait un appel d'air, en fait, quelque part, et qu'il y ait beaucoup plus de combattants français qui apparaissent, en fait? Ah oui, mais largement. Ouais. Déjà, le fait que ça soit légalisé en France, bon, je pense que ce qui rêve l'UFC, c'est de faire un UFC à Paris. Juste ça fera un gros combat. Enfin, un gros événement, un événement. Et il y aura beaucoup de monde qui viendra en France pour s'entraîner. Déjà, même en termes, on parle pas sport. La France il y a ses côtés comme dans le monde entier, qui fait que le MMA vient ici, que c'est un sport qui a aussi beaucoup de monde, va ramener des nouvelles personnes en France. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence et qui voudrait commencer une carrière de MMA en France, un jeune Français qui voudrait... Qu'est-ce que tu donnerais? Le conseil, c'est de commencer étape par étape. Je vois beaucoup de monde qui veulent être directement MMA. Genre être directement champion de MMA alors que tu dois avoir des bases quand même au sol, des bases en lutte, des bases en pied-point. Et une fois que tu peux acquérir tout ça, on peut se mettre en MMA, mais pas se mettre directement en MMA. D'accord, donc toi tu penses que c'est mieux d'avoir une spécialisation à la base, par exemple venir de la boxe anglaise, avoir un bon niveau en anglaise et faire ensuite la transition en MMA, plutôt que, comme il y a une nouvelle génération de combattants qui le fait, commencer directement en MMA? Je pense parce que les adversaires que j'ai affrontés, donc moi aussi, ils avaient tous une spécialisation à la base. Enfin, une spécialité à la base. Et ça me gênait plus. Le fait qu'ils soient forts en quelque chose, je pouvais travailler autre chose, mais je sais que c'était dangereux dans ce domaine-là. D'accord. Mais quand je m'entraînais aussi avec des mecs MMA pur, je saurais pas comment vous le dire, mais je sens que j'ai plus de facilité. D'accord. Je sais pas, après c'est moi. Peut-être parce qu'ils sont pas excellents enfin, ils sont bons partout, mais pas excellents quelque part en fait. C'est ça. C'est ça, voilà. Tandis que quand il y a quelqu'un qui est excellent, par exemple en lutte, ça crée tout de suite une énorme contrainte. Peut-être que on va éviter ce domaine. Tout à fait, d'accord. J'ai bien compris. C'est comme Khabib. Khabib, c'est un mec qui est vraiment excellent en lutte. Et pareil, Georges Saint-Pierre, c'est un mec qui est excellent en lutte. Et en plus de ça, tous les deux, c'est des gens qui ont une bonne stratégie du combat, qui sont intelligents. Et juste avec ça, leur lutte, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Donc après, quand tu combines les autres en plus... Et il y a de plus en plus de questions qui se posent justement au niveau de la lutte, de la boxe. Est-ce que pour toi, la lutte reste finalement le déterminant le plus important en MMA pour dicter le combat? La lutte? Oui. Je sais que c'est un... Non, pas vraiment. Ok. Je sais que la lutte, c'est très important aussi dans le combat. Je pense qu'il faudra avoir un peu de boxe, un peu de lutte et un peu de sol. 90% du combat finit au sol. Et 90%... Enfin, ça finit au sol, mais ça commence debout. Alors le ring en MMA finalement?
Moi, personnellement, en MMA, ça me gênait beaucoup. D'accord. Le fait de sortir souvent, j'avais pas appuyé sur quelque chose et ça me gênait. Je préfère la cage. D'accord. Et toute dernière question. Le pronostic pour la grande finale du Road FC. Le pronostic, c'est que je sais que c'est un bon combattant. Il a été champion du M1. Moi aussi. D'ailleurs, j'ai d'autres ceintures J'ai gagné plusieurs ceintures. Mais depuis mes débuts. J'ai toujours voulu... vu que je m'entraîne dur, j'ai toujours voulu avoir ce que je veux. Et donc, après, ça sera le meilleur qui gagne, quoi. Mais du coup, le meilleur, ce sera qui? Oui. Allez, faut se mouiller. Le meilleur, le meilleur, ça sera le mec qui sera plus déterminé. D'accord. On n'aura rien. On n'en dira rien. En tout cas, je compte gagner. D'accord. Heureusement. C'est le plus important. Je compte gagner et je prendrai la ceinture. Voilà. Ok, merci beaucoup de nous avoir écouté cette interview. C'est à vous. Merci autant. Merci Mansour. Bon courage pour la finale du Road FC à $1 million. Soit.